Une loi Touraine qui, en obligeant les groupements hospitaliers, dégrade les qualités de soins, l'accès aux soins pour toutes et pour tous, quelles que soient ses conditions sociales, quel que soit le lieu où il habite, et bien évidemment en dégradant la qualité de soins, c'est aussi la qualité de votre travail, vos conditions de travail qui se verront dégradées. Nous sommes très inquiets des conséquences de cette loi et nous sommes d'autant plus inquiets que le vote de cette loi intervient quelques jours avant le débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ne viendra malheureusement qu'aggraver les conditions financières pour un service public hospitalier dont nous avons tant besoin. On entend, et tout le monde a des exemples, je crois, j'en ai plusieurs dans mon département, de difficultés d'accès aux soins, des patients qui ne peuvent plus être pris en charge, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants qui sont à bout, qui se mettent en arrêt parce qu'ils ne peuvent plus tenir au vu des conditions de travail et ils ne peuvent plus répondre à leur mission et aux choix qui les ont poussés à faire ce métier-là. Et de l'autre côté, on nous parle de réduction de la dépense publique, c'est-à-dire de la casse du service public, et donc finalement de ce qui s'installe progressivement mais qui va se renforcer dans les années à venir si rien ne change, c'est-à-dire d'une médecine à deux vitesses, une médecine finalement où seuls les riches pourront être soignés et où les pauvres survivront comme il se doit. Nous sommes devant le Sénat et en fait nous sommes en train de manifester simplement pour nos conditions de travail. Donc on arrête de nous faire passer pour des feignants, on manifeste pas plus pour nos RTT que pour nos conditions de travail. Et nos conditions de travail, c'est vos conditions de prise en charge dans les soins et dans la santé. Moi je travaille dans un hôpital, on n'a que des handicapés à Raymond-Poincaré. On nous demande de faire de l'efficience, de faire de la productivité, de l'activité. Mais comment on peut faire du bénéfice sur des handicapés? Des services fermes, des services d'urgence, des lits soient supprimés, des laboratoires, des spécialités, et que donc tout un chacun pour se faire soigner soit amené soit à aller dans le privé, soit à aller de plus en plus loin, ce qui pose le problème de l'accès aux soins. La colère qui nous anime, elle n'est pas prête de faiblir. Hier, nous avons interpellé M. Hirsch. M. Hirsch n'est plus l'homme de la situation. Nous avons interpellé le gouvernement qui est en responsabilité de ce qui se passe depuis plusieurs mois à la PHP, avec une mobilisation historique de plus de 25 000 grévistes. Depuis 25 ans également, nous n'avions pas eu cette mobilisation dans un conflit social majeur. Dans les faits, et c'est ce qu'on va constater, et c'est ce qui commence à se mettre en place, c'est l'aggravation de cette médecine à deux vitesses, d'une médecine de qualité et accessible pour les plus riches, et puis des pauvres qui font comme ils peuvent, là où ils peuvent. C'est de la responsabilité de M. Valls et Macron. Eh bien aujourd'hui, les hôpitaux publics continuent à payer des emprunts toxiques. Et le chiffrage de ces emprunts toxiques, c'est justement un surcoût de 3 milliards parce qu'ils sont indexés en francs suisses en particulier. Et que la santé publique retrouve dans notre pays ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre, puisque de plus en plus les établissements privés voient le jour. De plus en plus, on donne à des établissements privés des missions de service public, mais on sait bien que dans ces établissements, les publics, les populations et les personnels aussi, malheureusement, ne sont pas dans les meilleures conditions, en tout cas, pour pouvoir être accueillis. Je vous adresse toutes et tous à interpeller vos sénateurs, quel que soit leur parti politique, vos députés, quel que soit leur parti politique, parce que ce sont les élus. Ce sont eux qui vont décider demain du budget de la sécurité sociale, ce sont eux qui décideront, ce n'est pas Bercy, ce n'est pas une main visible, ce sont bien des choix politiques et à ces choix politiques, il faut s'y opposer, il ne faut rien lâcher parce que le combat contre l'austérité, il se mène aussi dans la défense du service public hospitalier. En tout cas, bravo pour votre mobilisation et sachez qu'on est avec vous. Non, c'est pas gagné, non. C'est loin d'être gagné, puisqu'en effet, on est un peu seul avec les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, et on est face à un mur, et on est face à des élus qui ont d'abord en tête les réductions budgétaires plutôt que véritablement du soin pour tous. Sur la fin de l'examen du projet de loi santé, donc de cette loi Touraine, qui inscrit
dans le marbre le regroupement des centres hospitaliers et qui finalement sera la loi qui va éloigner le service public hospitalier de proximité, le concentrer dans des grands centres, va renforcer le pouvoir des directeurs et donc qui bien évidemment ne répond pas du tout aux besoins d'un accès de proximité et de qualité à la santé pour toutes et pour tous. Que nous, on est là pour parler de santé publique et pas pour de la comptabilité. Bien évidemment. Que veut mettre en place le gouvernement. Bien évidemment, il faut être comptable des dépenses publiques et évidemment, on ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres, mais en même temps, il faut donner les moyens à nos hôpitaux, à nos établissements de pouvoir apporter une vraie réponse de santé publique. Je crois que Hirsch, comme Touraine aujourd'hui, ont complètement cédé au dogme de la réduction de la dépense publique. Le problème, c'est que quand on veut faire des économies, on détruit les services publics. En fait, c'est la politique d'austérité qui est menée aujourd'hui au niveau national, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit tous nos services publics en réalité. Tant qu'on continuera dans une politique d'austérité au niveau national, la première victime de cette austérité, c'est le service public. Suppression de postes, départ de retraite non remplacés, des CDD que, soi-disant, qu'ils font des contrats et au bout de 6 ans, normalement, ils doivent être titulaires. On les jette, on les met à la rue. Au bout de 5 ans de CDD, il n'y a aucun respect au niveau du personnel soignant. Aujourd'hui, on se bat pour le patient parce qu'aujourd'hui, le patient est vu comme une activité. Donc, l'entreprise assistance publique n'est pas une entreprise. Et à partir du moment où on a choisi ce métier-là, parce qu'on a la vocation et on aime notre métier. Merci. Les hospitaliers n'entendent pas voir l'hôpital public bradé, n'entendent pas voir le service public républicain mis en coupe réglée, et nous entendons nous bagarrer non seulement sur le statut mais aussi sur les valeurs, parce que nous croyons en la liberté, en l'égalité, la fraternité, la devise de la République. On est à la place de la République et puis il y a un rassemblement de gens qui se déguisent en zombies. C'est la Walking Dead aujourd'hui. C'est la journée où on est tous en zombie, on est fiers d'être morts. On se croirait dans un film et tout, c'est trop bien. C'est la journée de l'immortel aujourd'hui. Pour signifier l'immortalité et voilà. Ma série préférée de Dead. Walking Dead, bah ouais. American Horror Story. Alors moi c'est Resident Evil. Série de Resident Evil, zombies, monstres, plein de sang, créatures. Tu vas pas Alice au pays des merveilles. On peut être des zombies avec un cœur sensible, je suis désolée. Moi c'est des séries différentes, moi je suis pas très zombie en fait, c'est vraiment pour maquiller, mais sinon en ce moment je regarde Breaking Bad. The Walking Dead. Pareil. On mange des humains. Ah c'est ça. Et on meurt. Lui c'est une personne en fait qui a été du coup infectée ou alors qui était déjà morte et qui dans tous les cas était infectée, il y a eu un problème et elle s'est réveillée. Quand on est mort et on pourrit et on survit, on garde notre esprit. Membre. C'est un virus. Ça s'arranger si tu veux. Un simple virus. Ça s'est fait par partout. Si tu bois du sang de zombie, c'est sympa aussi. J'étais pendu, j'étais mutilé, j'étais brûlé. On a décapité. Les vampires, c'est plus leur kiff. Moi, j'aime bien la chair aussi, tu vois. C'est Billy. C'était ton copain pourtant. Ouais. Tu l'aimais bien. Il est toujours en bon état. Ouais mais non, c'est pas vrai. Il reste plus rien de Billy. Ils ont mangé Billy. Ils ont mangé Billy. Heureusement. Au secours, on m'attaque, on veut me mordre. C'est un mort-vivant. T'es mort mais t'es pas vraiment mort et du coup tu répands l'épidémie en mangeant les vivants qui restent. Je suis un survivant, je suis un chasseur de zombies, je dois les tuer, je suis le service de nettoyage quoi. Elle mange.
des enfants, mais Les trois. ils sont Ils bornés. sont bornés à la base, ouais. Là, il y a leur mère. À vous les zombies. Timides ces zombies. Ils ont pris leurs Xanax. Une petite bonne femme, sans état d'âme, se prenait pour une dame. Nous on est fans de Télébocal, elle avait dans l'âme cette petite flamme qui n'aimait pas l'islam. Tu peux te pousser de ma machine s'il te plaît? Merci. Solo! Allez bébé! Ils sont tous morts ces zombies ou quoi? Il y a des zombies dans la salle? Retire les boîtes. Nous sommes dans le 15e, hein, devant Sainte-Rita, l'église qui était très fréquentée par tous les gens. Hein. Apparemment, ils veulent la casser pour en faire des logements sociaux. Enfin, ce terme de logements sociaux, mais en fin de compte, c'est plutôt pour spéculation immobilière, quoi. Alors, les mètres carrés, ça coûte cher à Paris, et puis voilà, ils feront un beau bénéfice. Ils casseront quelque chose de sacré où il y a eu plein de messes, de prières, des miracles, de tout ce qu'on veut là-dedans. Sainte Rita, c'est une grande sainte, hein, et elle intercède pour les gens qui ont des problèmes comme moi en ce moment et ainsi de suite, quoi. Oui, ils sont venus pour faire des travaux, ils sont partis parce que les forces du mal ont été chassées, quoi, des trucs dans ce... Mais c'est tout. Hein. C'est privé, alors c'est une histoire de privé. Et les maires, hier, ici, il y avait 15 maires, 13 maires pendant 3 jours. Parce que c'est un lieu saint, c'est un lieu miraculeux, c'est un lieu qui rassemble les gens des différents pays. Et nous sommes là, on se sacrifie tous les matins, donc on ne peut pas détruire un patrimoine pour faire des logements sociaux. Je viens à la messe tous les dimanches, parce que malgré que ça soit muré, nous sommes là tous les dimanches pour prier. Elle ne va pas disparaître. Sainte Rita, faites un miracle afin que cette église ne disparaisse pas. Je prie pour que l'église ne tombe pas. On est un peu surpris. Dans quel sens? C'est quand même curieux qu'on fasse cela. Simplement, je crois que elle n'a rien à voir avec l'église de Paris, non, d'après mes informations. C'est ça. C'est dans le domaine privé, quoi. Voilà, donc c'est pas tout à fait une église. Alors, Sainte Rita, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est occupé à nettoyer Sainte Rita, donc l'église. On est occupé à remettre les lieux en état pour justement dimanche, vu qu'on compte faire une messe pour les gens du quartier. Ça, on a investi les lieux à partir de 1h, 2h du matin pour justement faire une présence dans l'église. Et puis effectivement, le matin, ils sont venus mettre les travaux pour commencer les démolitions. Là, comme on était à l'intérieur, on a fait appel au préfet ou un truc comme ça qui sont venus, ou le maire qui est venu pour retirer les travaux qui étaient en cours sur le trottoir. Donc apparemment le maire a réussi à les faire partir. Donc là on est depuis lundi soir, maintenant on est occupé à nettoyer donc les lieux. On a des avis d'expulsion et tout ça, donc c'est pour ça qu'on demande un soutien en plus vis-à-vis des citoyens. Tourne vite. Non mais il est peut-être à l'intérieur parce que... Emmène-les. Vas-y, je te suis. Surtout, la démocratie. On est là pour défendre la démocratie. Pourquoi on a décidé d'investir Sainte Rita? Parce que déjà, on a appris qu'elle était vendue, qu'elle allait être rasée, et que, comment je peux dire ça, démocratiquement parlant, apparemment, les riverains, les fidèles, tout ça, n'ont pas été concertés. Ils sont arrivés une première fois à 6h30, je crois. Ils ont commencé à taper, mettre une deuxième barrière, tu sais, de protection.
Et t'as les élus, je crois le maire, conseiller du maire, la police qui est venue, ils ont constaté que leurs barricades n'étaient pas aux normes, et puis je sais pas si c'est le maire, si c'est un conseiller ou quoi ou qu'est-ce, qui a obtenu qu'ils enlèvent tout, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils se sont aperçus que le permis de construire, enfin de déconstruire, de raser est plus obsolète ou je sais pas quoi, donc ils ont tout fait enlever, et depuis ils sont parvenus le matin pour reposer... Ils ont laissé tomber. Voilà. Dimanche, ça sera ouvert alors? On va faire tout pour pouvoir ouvrir ces murs pour permettre dimanche aux gens de pouvoir rentrer prier. C'est quand même une église qui a une réputation, donc on se doit de sauver ce monument pareil, quoi. Je comprends qu'on rase certains autres monuments, mais celui-là, c'est pas possible. On vit ici, on dort les nuits ici sur place, on quitte pas le monument. Même la mairie, ils sont avec nous, ils nous soutiennent, parce que c'est vrai que pour eux aussi, c'est leur monument, quoi. On aimerait justement tout le monde, tous ceux qui ont des causes désespérées à défendre, venir nous rencontrer, pouvoir nous soutenir. Il y a une jolie messe qui sera faite dimanche. Venez nombreux parce qu'on a besoin de vous tous différents, tous unis dans la même optique collective. Une question, si vous aviez une chanson à amener dans une île déserte, ça serait laquelle chanson que tu prendrais avec toi? Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Télévocal, je vous adore. Ah, mais moi aussi on t'adore. Et dis-moi si t'avais... Vous regardez Télévocal? Super. En direct du marché du 20e. Toujours Télévocal. Si t'avais une seule chanson à amener dans une île déserte, tu prendrais quelle chanson avec toi? Je prendrais la chanson de... Je me rappelle plus. Est-ce que je peux la chanter? Ouais. Mais en fait, je me rappelle plus non plus. Attends, je peux t'aider moi si tu la connais. Tu sais, c'est un truc qui fait... Si t'aimes la vie, ta ta da da ta ta da 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 da. Je prendrais Barbara l'aigle noir. Voilà. Ah, vas-y, alors 2 mots, 3 mots, 3 phrases. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. C'est quoi? White Flag, puisque c'est ma chanteuse préférée. Tu la fredonnes que je la trouve? Juste fredonner, comme ça. Si tu partais dans une île déserte demain, quelle chanson ou quelle musique t'emmènerais avec toi? Edith Piaf. Waouh, laquelle? La foule. Emporté par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Voilà. Et parfois soulevées. Ça m'inspire le mouvement, et puis sur une île déserte, je pense que ça amènera un peu de foule sur cette île. Tu connais Brassens? Ouais. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se répètent un jour le chignon. Voilà. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Raindrops. Raindrops we falling. Yes, ouais, c'est là, ouais. Celle-là? Na 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 Alors, ce serait le groupe Imagine Dragon. C'est de la pop rock un peu. Tu peux en faire une pour voir? Non, alors je pourrais pas la chanter. La. Même pas, non. Je pourrais peut-être sur mon téléphone, peut-être. Vas-y alors. C'est bon. Non, c'est là. Ah non. Une musique à amener dans une île déserte, ça serait quelle musique? Quelle chanson? Il faut comme le temps de réflexion. C'est quoi? Il faut comme le temps de réflexion. Du Charles Aznavour, je pense. Ah oui, ouais. Ah oui. Comme ils disent, pourquoi pas. Allez, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Bien sûr, je vais le marcher. Merci. Allô maman Bobo. C'est comment la chanson? Vous pouvez me la chanter? Allô maman Bobo. Comment tu fais? Je ne suis pas. Tiens, t'as laissé tomber Laetitia? C'est fini. Tu as fêté tes 70 ans. Je suis malade maintenant, je suis malade. Johnny, est-ce qu'on peut dire que tu habites maintenant dans le 20e arrondissement, que tes revenus maintenant sont moindres et que tu es presque miséreux en fait? Pour moi, la vie c'est fini. Parce que bon, il y a trop de trucs qui ne vont pas.
Nos salaires sont pas, c'est toujours les mêmes depuis je ne sais pas combien d'années. Les privatisations, ça commence déjà au niveau de la mairie et on nous parle aussi du Grand Paris. On est obligé de se battre pour pouvoir réclamer notre dû. Le 13e mois qu'on n'a pas, le supplément familial, le changement d'horaire. Ils veulent nous retirer beaucoup de choses qu'on a. Et aussi les contraintes matinales parce qu'on commence notre service à 6h10. On revendique vraiment pour beaucoup de choses. Et les acquis des anciens. À partir du moment où ils toucheront les fonctionnaires, après ils toucheront les ouvriers. Donc c'est pour ça que nous les fonctionnaires on se bat. C'est grâce à eux et grâce à nous aussi que les rats ne remontent pas en surface. On est des fonctionnaires utiles. Je pense qu'on ne vole pas notre salaire. À savoir qu'il y en a qui habitent très loin, qui se lèvent des fois à 3h, voire moi personnellement à 4h du matin, pour prendre justement mon service à 6h. Donc c'est pour ça que nous les fonctionnaires on se bat. On est quand même ceux qui ramassons les ordures, mépriser des riverains, sauf quand il y a des grands événements. Pour les fossoyeurs, il ne faut pas oublier, comme il disait Régis, qu'en 2003, c'est eux qui ramassaient les morts pendant la canicule. Les égoutiers, qui côtoient vraiment la merde, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On se bat au nom de tous les ouvriers, au nom de tout le monde. Et on lâchera rien, de toute façon on lâchera rien. Franchement, ça me fait chier la musique. J'en ai marre de la musique, de cette merde de concert de musique. Qu'est-ce que tu fous ici? Putain, j'en ai aucune idée en fait. Vraiment, on m'a dit qu'il y a un certain Jean-Louis Coste à jouer ce soir, mais qui sait? Si, c'est un artiste qui fait des blagues. C'est des blagues artistiques. On a parlé rapidement, mais je suis là pour découvrir avant tout. Jean-Louis Coste, c'est autre chose. C'est Jean-Louis Coste. Coste Ouest ou Coste Est? Jean-Louis Coste, porno. J'aime trop pour réduire ça à des mots. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Facebook les photos d'un concert qu'on avait fait en 91 au Rex Club avec un ami qui a pissé sur scène et on a failli se faire tabasser par les mecs, les videurs du Rex. Le problème c'est pas l'ordre de santé, c'est passer de la soirée sans suicider, sans drogue et sans alcool, c'est surtraité jusqu'à mort. Nous on peut pas vivre sans alcool et sans drogue. Nous on peut pas vivre sans alcool et sans drogue. S'il faut zapper quelque chose, c'est le son. Carrément. Hein. C'est le texte d'abord. Hein. Bah ouais, il n'y a plus de texte, c'est même pas la peine. Bah si, c'est intéressant musicalement. Et moi là, de toute façon, moi j'y connais rien en musique, tout ce qui m'intéresse c'est le texte, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas. Non, mais j'aime bien parce que je trouve que c'est le seul artiste vrai. La plupart des textes qu'il a fait, ça te cause. Et c'est du vécu ce qu'il fait. On se sent vachement pur au niveau de la peau, mais pur dans la tête. Témoigne pour sortir la merde qu'on a dans la tête, pour sortir la merde qu'on a dans le cul. Bah ouais, la merde. Moi ça m'a un peu, je suis un peu abasourdi. Il n'y a pas des mecs qui ouvrent comme ça leur gueule souvent à Paris. Et en tout cas, j'ai trouvé que c'était des très belles histoires. C'est le son qui me fait, si j'entends un violon, je deviens romantique, j'entends un bruit, je fais la guerre, moi je suis très Walt Disney, tu vois, dans ma tête c'est ça. Tu vois, bing bong bong c'est les bagarres, c'est la princesse, c'est Pocahontas. Je trouvais ça très honnête, très sincère. Alors, c'est un peu, je dirais, le délier fou. Tu vois, l'expression fou allié. Du coup, ça serait le délier fou, tu vois. Parce que je sais pas les pires paroles, je peux pas les faire, même sur scène tellement c'est barré, quoi. C'est un truc à prendre des canettes. Il y a un travail à la con, tut, poète, do majeur, machin, merde, j'ai fait une faute, recommence. C'est con à dire, alors que je fais que planter là, parce que j'aurais jamais pu être pianiste classique, tu vois. Parce que même si je savais chez moi, quand je vois qu'il y a des gens, je stresse et je fais plein de fausses notes. Sinon, je serais artiste de variété. Bah ouais, la même chose en variété avec des paroles comme ça, mais attends. Parce qu'elles sont compréhensibles, les paroles, par n'importe qui, hein. Mais c'est le son qui les rebute, les gens, et ça c'est nul. Je préfère avoir un son plus pédagogique. Je préfère mourir à la guerre que mourir d'une cancer. Je préfère mourir à la guerre que mourir fonctionnaire. Un des premiers concerts que j'ai fait, parce qu'au début je faisais des concerts, après j'ai fait des perfs pendant longtemps, mais tout début j'ai essayé de faire un concert, je me suis fait jeter un mur de cannes de bière. Et un des concerts, c'est pas une erreur de programmation, c'était dans un festival de jazz. Avec des chansons bizarres.
t'es retrouvé dans un festival de jazz. Ouais, et les mecs ils sifflaient, tu vois, après 2 minutes de politesse, ils sifflaient tout le temps, et des mecs de jazz qui sifflent, c'est rare. Hein. Putain, j'étais énervé, j'ai pris le micro, j'ai baissé mon froc, j'ai fait comme ça le micro. Et je trouvais qu'il y avait... Dans ton cul, quoi. Ouais, bon, enfin bon, pas plus que ça, quoi. Et je suis parti. Attends, il y a Archichep qui devait jouer derrière, la grosse star, quoi. Et il voulait plus jouer le gars, parce que le micro était sale. Ah, c'était bon, ça. Et comme il savait pas dans quel micro j'avais fait ça, tous les micros, il fallait les changer. Et il n'y avait plus assez de micros derrière pour changer tous les micros, tu vois. Il y avait tout qui était bloqué, le festival, tout le monde en discussion et tout. Ce qui représente pour moi, c'est un peu ce que chacun peut être, mais qu'il n'ose pas forcément exprimer ou qu'il n'arrive pas forcément à exprimer. Et puis c'est un mec peut-être qui aurait changé ma vie, du moins qui m'a aidé dans certains moments. Tu as joué Archichep ou pas du coup? Je m'en souviens pas, moi je me suis barré, c'était chaud là. C'est le plus grand artiste français, en tout cas vivant. C'était intéressant, la sobriété, il y avait pas il fait des opéras pornosociaux et là c'était vraiment, tu vois, genre le clavier et tout seul sur scène. Faut qu'il y ait quand même un feeling. Hein. Seul truc, tu peux me foutre, je sais pas, moi j'étais en Afrique, je vois le pygmée qui pète les plombs, moi j'adore. Je sais même pas ce qu'ils disent, mais je sens le feeling que c'est. Où je vois B.B. King à 90 balais qui commence à débloquer sur ça. Ah ouais, moi je suis en larmes. Qu'est-ce qu'il y a, connard? Tu voudrais que pour qu'on soit juste, tu me tues après que je t'ai tué, connard? Tu m'énerves! Mais je vous aime! Écoute, il est humain. Il lâche tout. En rap, il y a des paroles, je te dire, c'est pas possible, quoi. C'est hyper. Ça fait peur, hein. Ils me font peur. Mais t'as l'impression que les mecs ils sont complètement fous, hein. Bon, en fait, c'est juste des musiciens, quoi. Mais ça le fait. Mais ça veut dire qu'ils ont réussi, hein. Parce que c'est juste des mecs qui bossent, parce que sinon ça me ferait même pas peur, quoi. Il y a un truc à merder! Faut que j'appelle François! Allô, François, ah, c'est toi, Manu? Ouais, Manu, tu peux passer François? Allô, François, c'est Jean-Louis. Tu te souviens pas? Allez, on fumait des joints en chambre dans les chiottes. Bon, enfin, c'était pour te parler à propos de la théorie du parti, là. Il y a un truc qui va pas dans la théorie du parti. Ah, je te dérange, François? Ah, excuse-moi, t'es en train de faire des selfies avec une lycéenne? Ah oui, mais excuse-moi, bonne soirée, hein. Tu vois, le vrai subversif, transgressif, qui s'émancipe de tout, réellement, et même du milieu underground, finalement, parce qu'il est pas... tu sais, il y a une espèce de consensus dans le milieu underground. On pourrait presque faire une fin de concert. J'ai fait ma larme, alors je me dis... Coste, qui continue, et qu'il y en ait d'autres comme lui. Hein. Je viens de Prague. Mon frère était un pincher. Je suis une fille. Comme les autres, je ne suis pas facile. Et je chante en sol, en do dièse, en ré bémol. Je suis plus à mon aise quand je te vois. Tu es ma joie, je voudrais seulement faire wawa avec toi. Ils sont timides. Moi, c'est lui. Lui, c'est Wallace. Comme jamais sur son épaule. Je me prélasse et pour tu l'ennuies. Je chante un sol en do dièse, en ré bémol. Je suis plus dans mon aise quand je te vois. Tu es ma joie, je voudrais seulement faire wawa avec toi. Wawa. 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 Que mal fazer? Miau.
Ah. Ils sont tous dead. Ah ouais, et n'oubliez pas de passer à la caisse, bande de zombies. On est super contents, il fait beau, il y a un défilé juste après, on compte sur vous. Peut-être juste vous rappeler un peu pourquoi on est là. La Veggie Pride qui a été donc co-fondée par Yves Boyardel qui va prendre la parole juste après. La Veggie Pride, c'est un festival antispéciste. Antispéciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient du fait que c'est pas du tout nécessaire de massacrer les animaux pour vivre, que ce soit pour notre alimentation ou pour le reste. Veggie Pride. Et il va y avoir un carnaval en soutien aux animaux. Donc plein de stands avec plein d'informations très intéressantes. Quand on parle de la Veggie Pride, on parle de la fierté végétalienne. Ah. On est fiers d'être humain et d'être vivant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça annonce bien, on a du super beau temps, on a des gens heureux, de la nourriture partout, vegan, sans souffrance animale, c'est vraiment le top. On est fiers d'être vegan, on est contre l'exploitation animale. On mange pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, on prend rien qui est testé sur les animaux, on porte pas de cuir, de laine, rien d'origine animale. Non, j'ai de la chance, j'ai des parents qui sont très sensibles aux animaux et à l'écologie, donc ils comprennent et ils sont comme moi, enfin pas au même point mais ils mangent pas de viande. Oui, souvent on pense que si on mange pas de viande on va forcément avoir des problèmes de santé, que c'est la chaîne alimentaire, que les animaux sont faits pour ça. Dans notre société, on a quand même le choix. On n'est pas, c'est pas comme si on était des Esquimaux, qu'on n'avait vraiment pas d'autre façon de se nourrir. Le problème, c'est l'argent en fait. C'est l'argent qui fait tout. Et tant que ça rapportera de l'argent, tant que les industriels ne se rendront pas compte qu'il y a aussi de l'argent à prendre chez les gens qui ne veulent plus se nourrir de cette façon, à ce moment-là, on pourra changer de paradigme et passer à quelque chose de plus éthique. C'est vrai que c'est l'argent, au final, c'est la course au profit qui nous fait complètement faire des choses affreuses à tous les niveaux de la société. Puisque moi je suis un lapin, on est abattu et destiné à la nourriture humaine. Sans jamais connaître les champs, les fleurs, les arbres, les chants d'oiseaux, l'espace et le ciel bleu. Moi je suis lapin, oui bien sûr. Mon lapin est en pleine liberté et mes chats sont en liberté, tout le monde est en liberté. Mon petit-fils voudrait essayer la cage, c'est aussi un lapin. Alors c'est comment la cage? On ne peut plus bouger, ça veut dire qu'on n'a plus la liberté. On est serrés les uns contre les autres. Ah ouais. Et donc on se gêne et puis on vit dans nos excréments également. Et vivre dans ses excréments et dans son pipi, c'est jamais très agréable. Toutes les études en fait sont faites et fournies par les lobbies de l'agro-industrie, du lait, comme Danone, Nestlé. Ils font les études et ils vendent les produits qui vont avec. Donc c'est faussé? C'est totalement faussé. Malheureusement, nous, quand on essaye de donner notre discours à nous, ils sont tellement lobotomisés entre guillemets par le discours des industries laitières et autres que non, on m'a toujours dit depuis mon enfance que le lait c'était bon, oui mais non, parce que derrière, si tu regardes les statistiques, dans les pays où on boit le plus de lait, il y a limite plus d'ostéoporose et tout ça que dans les pays où on n'en consomme pas finalement. Lorsque moi par exemple j'ai arrêté les produits laitiers, je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins d'allergies. J'ai plus d'allergie à l'air, au pollen, à toutes ces choses-là. C'est végétalien. Il y a quoi dedans? Ah non, faut pas, non. Si, il y a de la mangue, c'est de la mousse à la mangue, c'est super bon. Des spéculoos, un gâteau au chocolat sans œufs, bien sûr. Et c'est quoi l'autre? C'est à la cacahuète, de la crème, la mousse à la cacahuète. Après, la gastronomie végane est délicieuse. Ouais. Ils ne connaissent pas, malheureusement. En général, quand je dis je suis végétalienne, ils me disent mais tu manges quoi? Mais tu te rends pas compte de tout ce que je mange. J'ai jamais aussi bien mangé depuis que je suis végétalienne. Les grandes surfaces commencent à en prendre conscience. Ils se rendent compte qu'il y a ce besoin des gens de trouver des produits sans animaux, sans souffrance animale. Aujourd'hui, on parle surtout d'alimentation. On est fiers et contents que vous puissiez déguster des muffins véganes, des gaufres véganes, des plats véganes. Régalez-vous, profitez-en, félicitez les cuisiniers. Faites-vous plaisir, souriez, il fait beau. N'hésitez pas à discuter avec les gens qui ont des t-shirts. C'est des gens en général qui se sont un peu renseignés sur la question. Je me suis rendu compte que déjà, on n'était pas obligé de manger de la viande. Et la façon dont les animaux sont traités, c'est assez horrible. Et donc voilà, je me dis que c'était pas nécessaire de autant de souffrance. Et les grenouilles, on n'y pense pas souvent, mais mine de rien, à l'approche des périodes de Noël, elles passent un sale quart d'heure. Ouais. Pourquoi? Au niveau de leur cuisseau, voilà. J'aime tous les animaux, mais spécialement les vaches. Je vais beaucoup en Inde. Pourquoi la vache est sacrée? Pourquoi la vache est sacrée? Bon, tous les animaux, on doit les respecter. La vache est sacrée, c'est comme une mère. Hein? La mère, regardez. La mère, elle donne du lait.
Hein? Exactement. Et il y a du lait en plus pour les humains. La violence engendre la violence. Voilà. En un mot, le projet, c'est de ne pas considérer qu'il y ait une hiérarchie naturelle entre les espèces et que nous, on est tout en haut et qu'on peut exploiter tout le reste de la hiérarchie. Il y a un problème dans l'agriculture française qui tient en quelques lettres, FNSEA, qui est un syndicat agricole qui a des méthodes violentes, pour ne pas dire plus, et qui contribue à agir contre l'intérêt des paysans, puisque sa seul objectif, c'est d'avoir une agriculture rentable, donc productiviste, dans laquelle les animaux sont considérés comme des choses, où on leur prend leur viande, leur chair et leur sécrétion mammaire sans limite. Et donc pour être rentable, il faut des unités de production de plus en plus grandes et donc fermer des petites fermes qui ne peuvent plus suivre. Là où je vais en vacances, je suis en Vendée, dans un petit village vraiment, et il y a une ferme où il y a 10-20 vaches. Et vraiment, on voit que quand elles partent, c'est un déchirement pour le fermier, voilà, pour l'éleveur, parce qu'il les voit partir alors qu'il les a élevées. C'est très très rare maintenant, oui, les éleveurs qui ont encore du respect pour leurs animaux et qui les considèrent vraiment encore comme des êtres sensibles. Je me dis, si je reste chez moi à croiser les doigts, à espérer, il se passera rien. Après, si je sors dans la rue, peut-être qu'il se passera rien, mais peut-être qu'il y a un petit espoir qu'il se passe quand même un peu plus de choses. Depuis que j'ai pris conscience que la viande, c'était un animal, j'ai vers mes 7 ans à peu près. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible de manger des animaux, ôter la vie, c'est quelque chose que je peux pas faire. Mes parents m'ont forcé, on va dire, jusqu'à l'âge de 15 ans et à partir de là, j'ai vraiment été végétarienne à 100%. Mes parents m'ont dit que j'allais perdre mes dents, que j'allais devenir rachitique, mais non, ça fait 15 ans maintenant et je vais très bien. Moi, je suis en meilleure santé, je fais 15 km de vélo par jour, je fais du footing quasiment toutes les semaines, je suis en très bonne santé, je suis jamais malade quasiment, tout va bien. J'essaie d'éviter d'imposer mes convictions parce que je sais que c'est quelque chose à débat et c'est compliqué. À chaque fois que je dis que je suis végétarienne ou végétalienne maintenant, j'ai toujours oui mais les carottes ça souffre aussi et c'est ça. C'est vrai que j'ai toujours le petit débat et donc j'essaye d'éviter ça. C'est vrai. Et on n'a pas toujours été végane pour la plupart d'entre nous, c'est un chemin qu'on a abordé parfois progressivement, parfois du jour au lendemain, donc on a du respect pour ceux qui ne sont pas du tout encore dans cette sensibilisation-là. Oui, j'ai même une collègue avec qui je discute régulièrement, maintenant elle est quasiment, je ne vais pas dire flexitarienne, mais maintenant elle est vraiment, elle fait très attention, elle mange beaucoup de soja, elle mange beaucoup de protéines végétales et elle fait attention à son alimentation. Et c'est vrai qu'on peut, en discutant intelligemment, faire changer les mœurs et les choses. Un écologiste qui n'est pas végétalien, pour moi, c'est pas vraiment un écologiste. Quand on voit que la production, les élevages intensifs, c'est presque 50% des émissions de CO2, à un moment donné, quand on est écolo, on est forcément vegan, quoi. Mais c'est vrai que ce qui n'est peut-être pas encore fait, c'est le lien entre le système productiviste qui veut être rentable tout le temps à tout prix et qui exploite les gens dans les hôpitaux et les paysans et les animaux dans les fermes. C'est le même système d'exploitation. C'est logique, il faut défendre la planète en fait. C'est un tout. Dans la cause, là il y a la COP21 qui arrive bientôt. C'est vraiment au cœur du sujet là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment... on a l'impression que c'est un débat qui est masqué en fin de compte, c'est pas vraiment mis en avant et c'est dommage parce que ça fait quand même partie intégrante de l'écologie, je pense. Peut-être un petit mot aussi enfin pour introduire du coup les deux personnes qu'on est ravis d'accueillir là. Je pense notamment à Jacques Bouteau qui est le maire du 2e arrondissement, qui est la première mairie à avoir instauré jeudi végétarien. Il y en a qui ont commencé à applaudir, vous pouvez y aller. C'est une mairie qui nous soutient aussi tout au long de l'année, qui nous traite ça. Merci à vous. Merci aux organisateurs, merci pour votre présence. Je suis donc un élu, un maire du 2e arrondissement de Paris. Et je voudrais ici témoigner avec vous que les élus ont le moyen d'agir, notamment dans la restauration scolaire, puisque cela fait bientôt 7 ans que, une fois par semaine, nous avons introduit des repas végétariens à la plus grande satisfaction de nos jeunes convives dans les restaurants scolaires, et que ça marche. C'est possible et tout le monde en est très content. Aujourd'hui, on sait que alors que les chefs d'État des grands pays, de tous les pays du monde, vont être réunis à Paris au mois de décembre, du 30 novembre au 11 décembre, pour la conférence internationale sur le climat, avec comme objectif de limiter l'augmentation des températures terrestres à moins de 2 degrés, eh bien ces chefs d'État vont discuter pendant une dizaine de jours sur comment parvenir à limiter notre production de gaz à effet de serre et à toutes nos activités qui détruisent le climat. Eh bien, il y a une façon
de réduire les dérèglements climatiques et de permettre à la planète de perdurer et à chacun de bien vivre. Il y a une façon très simple, c'est que nous soyons tous demain végétariens. Nous savons qu'aujourd'hui, l'alimentation carnée est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc une solution très simple peut être trouvée en ayant une alimentation qui ne fasse plus appel à la viande. Pourquoi ne plus manger de viande? Mais pas seulement pour sauver le climat. Aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale a reconnu que les animaux étaient des êtres sensibles, doués de sensibilité, quel sens cela a-t-il de continuer à les manger alors que nous pouvons faire autrement? Cela est éthiquement irresponsable. Bravo! Continuer à les massacrer comme nous les massacrons pour notre amusement, pour notre habillement ou notre alimentation, c'est éthiquement, moralement insoutenable. Et il y a une petite action que je voudrais vous demander de faire qui est très simple. Vous savez qu'il y a eu des inondations terribles dans le sud de la France il y a quelques jours. Le Maryland de Antibes a été complètement détruit par ces inondations. Les dauphins se sont retrouvés et les orques se sont retrouvés dans la boue. Il serait inadmissible que ce centre réouvre, ce centre d'esclavage des animaux pour notre simple amusement. Il faut fermer le Maryland d'Antibes et remettre ces animaux dans leur élément naturel. Donc, encore une fois, merci. Vous pouvez être fiers d'être là, fiers de défiler pour la condition animale, parce que c'est une cause qui est de plus en plus partagée. Le parti auquel j'appartiens, qui est le parti Europe Écologie Les Verts, a désormais sa condition animale, et peu à peu, nous contribuons, vous contribuez à faire en sorte que l'ensemble du public comprenne ce que c'est que le spécisme et le mode de vie dans lequel nous sommes. Donc continuons, merci beaucoup, et bon défilé, bonne Veggie Pride. Merci à toi, Jacques! Vous allez la sauver, cette église, du coup? J'espère bien, oui. Parce que pour le moment, on est sûr d'être tranquille pendant bien 2-3 mois. On est sûr de fêter Noël dans cette église. Mais après, on continuera à négocier avec le propriétaire. On ne casse pas un lieu saint. On est prêt à payer un loyer. Parce que l'église n'est toujours pas vendue. Il n'y a qu'une promesse de vente. Et donc, nous, on est prêt à négocier avec le propriétaire. Il veut vendre à qui, lui? Il voudrait vendre un promoteur immobilier de Nantes. Pour construire des logements sociaux, en gros? Non, pour construire des logements. Et lorsqu'ils disent sociaux, c'est pour la prime. D'accord. En deux mots, l'origine de l'église, là, vous dites ça, elle n'est pas rattachée évidemment à l'église de France, si? Nous sommes des gallicans. Les gallicans, c'est quoi? Ça vient de Gallia. Ouais. Gallia qui vient de Gaulle, ça veut dire France. D'accord. Donc nous sommes l'église de France. Merci. Merci d'être là. Alors on va la sauver, cette église? Oui, on va la sauver. Vous êtes confiante, vous? Je suis confiante parce qu'on a fait 7 mois de messe dehors. Donc si nous sommes là maintenant, on est confiants. En plus, c'est ça. Alors moi là je n'interviens pas en tant que fidèle mais en tant que présidente de l'association Urgence Patrimoine. Donc nous avons contribué à ce qu'elle soit sauvegardée et nous sommes très très heureux aujourd'hui de l'avoir ouverte. Alors, je trouve que c'est dommage de laisser des édifices qui sont... c'est la préservation du patrimoine, effectivement. J'ai absolument envie qu'elle reste debout. Par principe, moi je trouve que ce qui est ancien mérite d'être préservé. On va voir quoi à la place? Encore des immeubles? Des immeubles ou des parkings, alors à t'en faire, autant garder l'église. J'ai toujours espoir que cette église serait sauvée. Et jusqu'aujourd'hui, je parle au conditionnel parce que tout n'est pas fini. Mais c'est déjà un grand pas, c'est déjà une bataille de gagner. On va continuer dans ce sens pour que les âmes qui désespéraient continuent à croire et que ceux qui pensent que Sainte Rita n'était vraiment pas la patronne de la cour désespérée, qu'ils voient de leurs yeux
que c'est vraiment la patronne des corps désespérés. Nous disons grandement merci à monsieur le maire du 15e arrondissement, à monsieur le député Frédéric Lefebvre et à tous les élus du 15e qui se sont mobilisés comme un seul homme pour sauver cette église. Le maire a été vraiment génial, nous prierons sans cesse pour lui. Ça fait plaisir de l'avoir ouverte, c'est certain. On est des fidèles paroissiennes et on a tout fait pour essayer de défendre l'église. C'est effrayant, c'est la plus grande plaie du monde, le fric. Quelle mauvaise invention alors. Pourquoi vous y tenez vous particulièrement à Saint-Rita ? Pourquoi vous êtes attaché à Saint-Rita ? Parce que je ne suis pas spécialement gallican, je suis catholique, pratiquant, et j'aimais la liturgie qui était pratiquée. Je viens ici parce que c'est une église catholique et que partout où le culte catholique est célébré, j'y suis chez moi, je ne peux rien vous dire d'autre. Ouais, merci. Heureux l'homme qui m'écoute, qui chaque jour veille devant ma porte et reste à garder l'entrée de ma demeure. Celui qui me trouve a trouvé la vie, et c'est le Seigneur qu'il obtient du salut. Deo gratias. De l'association du 14 juillet, qui, je ne sais d'où ils sortent, qui sont comme des âmes, qui sont venus aussi combattre. Beaucoup de gens qui nous voyaient dehors pendant des mois et des mois, célébrer la messe sous la pluie, sous le soleil. J'allais dire sous la neige, non, elle n'est pas encore tombée, mais elle allait nous trouver là. Mais on a eu des moments très difficiles de pluie. Vous voyez, je n'ai pas de calotte parce que ma dernière calotte que j'avais, c'est mouillé. Le combat n'est pas terminé, soyez sûrs, soyez-en sûrs. C'est pas terminé. La bataille est gagnée, mais il y aura sans doute d'autres batailles. L'archevêque primat de l'église gallicane m'a remis officiellement la clé de la paroisse. Et il s'en est lavé les mains. Devant tous les paroissiens présents ce jour-là, nous avons juré de sauver notre église. Chose qui est faite. Aujourd'hui, la clé est revenue. Il faut faire confiance, n'est-ce pas? Il faut persévérer, il faut toujours persévérer. Nous étions presque désespérés. Et puis au dernier moment, Dieu intervient, toujours. Ça fait plus de 20 ans qu'on vient là. Ah, ok. C'est pour ça, c'est chez nous, vous voyez. On sera là dimanche prochain. On sera là dimanche prochain. Merci, merci. Vous montez contre nous, vous couchez avec nous. Alors on est devant le Sénat qui est juste là derrière, donc c'est la deuxième lecture de la proposition de loi. Je suis sociologue, politologue, j'ai écrit des livres sur la prostitution dans lesquels j'explique pourquoi la pénalisation du client est une aberration totale. Donc effectivement on peut devenir abolitionniste si on le souhaite, mais le fait de pénaliser la clientèle, donc pénaliser entre guillemets ce métier que tout le monde connaît, que certains ont utilisé aussi, c'est aberrant. Le but des personnes qui demandent la pénalisation du client, c'est de libérer ces pauvres prostituées victimes, libérer ces femmes qui, etc., aller contre la domination masculine. Or, ça va avoir un effet immédiat, c'est que comme ça va plonger le phénomène prostitutionnel dans encore plus de clandestinité, en fait, qui vont institutionnaliser un peu plus l'abolitionnisme comme dogme en France. Cette loi, je sais pas si elle va quand même nous affecter un peu aussi les mecs. Mais voilà, moi c'est plus pour les filles et dans la rue et dans les bois que je suis là, qui vont vraiment le prendre de plein fouet.
Je vais beaucoup au Bois de Boulogne, mais pour mon asso, voilà, hein, mon asso de santé. Et c'est vrai que les garçons qui sont là, les filles aussi, les trans aussi, c'est des migrants hein, et qui ont peu de droits ouverts, hein, autant en termes de papier que de santé, etc. Qui n'ont pas le choix, voilà. Mais même là, la police les harcèle. Le gouvernement insiste puisqu'ils introduisent encore un amendement en faveur de la pénalisation. Donc, en dernier recours, l'Assemblée le votera. Hein. Il y a des personnes qui parlent en notre nom, les politiques et les féministes, halte à l'idéologie. Il faut soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe qui sont les mieux concernés et les plus habiles de dire à nos parlementaires ce dont ils et elles ont besoin pour faire leur métier, le faire en toute sécurité. Déjà, commençons pour écouter les personnes concernées par le non-trafic des êtres humains, par la non-exploitation à voie sexuelle. Et après, on va voir si cette loi qui est proposée pour défendre la dignité des êtres humains est bien cadrée ou pas. On est pute, on est fiers, l'OPF, c'est la guerre. Cette loi, elle va plus durement toucher du coup ces personnes-là dans la rue, ces travailleurs-là dans la rue, mais elle va toucher tout le monde. Et au final, c'est pas ça la réponse, on sait très bien. La réponse au problème d'exploitation ou de traite, c'est pas une réponse de répression en tout cas, c'est une réponse d'aide d'aide sociale, de donner les moyens aux personnes qui ont envie de s'en sortir, de s'en sortir. Toute répression aboutit à une invisibilisation de la prostitution et du coup l'invisibilisation, les conséquences directes, c'est la mise en danger, notamment des travailleuses du sexe. Pour celles qui effectivement vont voir les clients se raréfier, d'une part, il y aura effectivement la négociation du préservatif qui sera plus difficile. Et puis, ça veut dire aussi pratiquer dans des conditions plus dangereuses parce que elles ne pourront pas en vivre si il n'y a plus de clients. Je pense qu'il y a aussi une volonté de lutter contre l'immigration en s'attaquant à des populations qui ont le travail sexuel, enfin qui trouvent une ressource économique via le travail sexuel. Je pense que c'est aussi une façon de gentrifier les villes, hein, parce que je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de les locaux qui trouvent ça intéressant pour essayer d'invisibiliser le travail de rue. Après, oui, il y a un certain féminisme qui en fait est paternaliste, hein, parce que c'est quand même nier à beaucoup de femmes leur capacité de consentir, de pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes. Non, les clients sont des amours, ils sont corrects. Et je dis à tous les clients de venir nous voir, ils n'ont pas de honte à venir voir une professionnelle. Les clients ont besoin de nous comme nous on a besoin des clients. Avec nous, vous votez, contre nous, vous couchez. Cette loi, même si elle passe, en fin de compte, ça ne servira à rien. Oui, ça va servir à quelque chose, c'est à rendre plus précaire ce qui est déjà précaire, comme ça peut être les personnes trans qui seront les plus touchées par la pénalisation des clients, car leur autonomie et leur liberté sera remis en question une fois de plus. Et c'est pas en votant ce qu'ils veulent voter là que ça va s'arranger, parce que ceux et celles qui sont dans cette situation vont être mis à l'écart, vont se réfugier dans les bois, dans des caves, et là il y aura encore plus de risques de violence, de problèmes sanitaires, de demander à avoir des rapports non protégés. Or, ce qu'il faudrait, c'est que l'État mette des gros moyens, notamment pour celles qui sont sans papier, pour les prendre en charge et les prendre vraiment sous sa coupe, au niveau sécurité, leur permettre d'apprendre le français, de les loger et de pouvoir avoir une vie normale comme tout le monde, plutôt que de mettre tout le monde dans le même sac et de rien comprendre à ce qui s'y passe, qu'ils aillent voir les associations qui travaillent directement avec les travailleurs et travailleuses du sexe et ils comprendront. Les aides sociales prévues dans ce projet sont conditionnées à l'abandon de la prostitution. Donc ça veut dire quoi? Un flicage de la part de qui? Des flics, des assos, sûrement comme le NI qui adore faire ça. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment pas la solution. Ce qu'il faut, c'est juste décriminaliser, que ça soit plus un délit la prostitution et appliquer le droit commun, le droit du travail. Et puis là où c'est hypocrite, je pense que c'est qu'on prétend nous aider alors que les personnes les plus opposées à cette loi, c'est les travailleurs du sexe. Hein. On ne lutte pas contre la précarité, on ne lutte pas contre les discriminations, les inégalités économiques au niveau du genre. Je pense on est pute, on est fiers, l'OPF, c'est la guerre. Moi, je pense que déjà pour la protection des victimes, il y a des lois, comme je dis. Au milieu, celles qui sont conditionnées par l'exclusion, il faut voir comment, à niveau social, on peut aider, créer vraiment des discours, des dispositifs clairs. Mais pour la libre et l'autonomie, les personnes qui le font avec cette approche-là, c'est eux qui posent la porte d'entrée et c'est eux qui posent la porte de sortie.
quand ils le voudront ou pas. Moi j'ai choisi, pourquoi? Parce que j'aime ce métier, j'aime les relations de clients, donc de tous clients catégories différentes. Et ça, c'est un privilège parce que je préfère les clients à mes amants. Moi, je pense que c'est une majorité de femmes qui choisit de faire ce métier-là et qu'une minorité est en réseau et donc contrainte de faire ce métier-là. Que si vraiment vous considérez que c'est pas un choix, moi je veux bien. Le travail, je pense aussi que le travail c'est pas un choix. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour que les travailleurs aient plus de choix pour ne pas faire les métiers qu'ils n'ont pas envie de faire? C'est la même chose, c'est un métier comme un autre. Que ce soit le travail sexuel ou un autre d'ailleurs. Après, aux questions du niveau choix, est-ce qu'on choisit d'être ouvrier agricole? Est-ce qu'on choisit d'être caissière à Franpi? Soit on nous donne vraiment d'autres alternatives économiques, et dans ce cas-là, je sais pas, qui nous donne un RSA à 1 500 € par mois, et peut-être éventuellement j'arrêtais le travail sexuel. Mais là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on va l'arrêter. En plus, le pire, c'est qu'ils conditionnent l'aide à l'arrêt de la prostitution. Donc même, par exemple, sur la question des papiers ou sur d'autres choses, il y a très très peu de gens en réalité qui vont bénéficier de le soi-disant volet social de la loi. Oui, après, tout le monde n'a pas non plus un fusil sur la tempe pour se prostituer non plus. Il y en a qui le font aussi par choix et elles sont là aussi pour le manifester aussi. C'est un échange de services, elles ne commercialisent pas leur corps, elles commercialisent un service, comme beaucoup de services, comme les coiffeurs, les masseurs. Nous sommes heureuses de faire notre métier pour moi personnellement, c'est mon cas, mais plein d'autres filles, c'est leur cas. Il y a des personnes qui ont besoin, même médicalement ou hygiéniquement, des services payants, je comprends complètement. Tout à fait. L'esclavage moderne existe dans d'autres corps de métier, que ce soit la couture, la confection, le bâtiment. Pour autant, on n'interdit pas ces métiers. Ça emmerdera les traditionnels, les indépendantes, et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Les femmes choisissent. Après, ça ne veut pas dire qu'on choisit forcément toutes dans des bonnes conditions. Mais la vérité, c'est... Franchement, une esthéticienne qui épile des chats toute la journée, je ne suis pas sûre qu'elle ait une vocation profonde pour ça. La question n'est pas de dire qu'il y a des vocations vers ça. Mais par contre, il y a un moment donné, il faut gagner sa vie. Et il y a des femmes qui décident de vendre un service sexuel. Il y a une libéralisation quand même de la parole aujourd'hui par rapport à ces jeunes filles qui sont étudiantes et qui ouvertement le disent, se prostituent aussi pour terminer leur fin de mois. Là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on cible une catégorie particulière de la population qui est particulièrement précaire et on l'écrase encore plus. Que tu as des garants, que tu as tout ce qu'il faut, déjà tu galères, mais alors si en plus t'es pute et que tu n'as pas de papier, que tu as la loi sur le proxénétisme hôtelier et machin. Et forcément, c'est là où il y a des abus, c'est là où il y a des gens qui exploitent la situation en faisant payer des surloyers, ce genre de choses. Mais ça, le gouvernement, il s'en fout complètement parce que de toute façon, ils ne connaissent pas la réalité. Ils pensent qu'il suffit d'arrêter les clients et que tout d'un coup, il n'y aura plus de prostitution et qu'il n'y aura plus de traite. Comme si la traite était causée par la demande des clients et il n'y a rien par rapport au rapport Nord-Sud. Là, en ce moment, il y a une crise on parle d'une crise des réfugiés et là, c'est exactement le même problème. Effectivement, il y a des passeurs qui tirent bénéfice du fait que les gens doivent migrer. Pour les travailleurs du sexe, c'est la même chose, mais sauf que chez nous, on appelle ça de la traite des êtres humains. La contrainte économique, elle pèse sur toutes les femmes. De toute façon, la contrainte de travailler, la contrainte économique, elle pèse sur toutes les femmes, sur tous les individus dans notre société, sur les femmes aussi. Donc il y a une contrainte qui est de l'ordre de l'économique. Et moi je suis pour qu'on affaiblisse cette contrainte, mais pour tout le monde, pas juste sur les travailleuses du sexe. Au niveau du monde associatif, ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent les enjeux. Cet été avec Amnesty International, je pense que c'était assez intéressant. Et puis je pense aussi que le mouvement des travailleurs du sexe au niveau mondial aussi se structure et est de plus en plus important. On va continuer à lutter de toute façon. Parce que je pense qu'on ne peut pas compter sur ces mecs-là pour nous pondre des lois qui soient en adéquation avec ce qu'on veut. Mais on va continuer à se battre. C'est vraiment dommage qu'un gouvernement qui se dit de gauche, et que la gauche en général, parce que c'est pas que le gouvernement, n'est pas capable de voir et de comprendre des luttes de femmes migrantes qui devraient soutenir. La réalité va le rattraper parce que pareil que comme ça a été pour la loi sur le racolage, de toute façon les résultats vont être catastrophiques. Mais pour eux, ça va être tout simplement de dire oui, on s'est trompé. Donc on va faire tout le possible pour revoir comment créer une fois de plus une loi beaucoup plus cohérente. Donc c'est trop simpliste. Travailler le dimanche? Et travailler la nuit? Nous sommes à l'hôtel de ville, c'est un rassemblement par rapport à la loi Macron et par rapport au fait que ça nous inquiète, ça inquiète les syndicats, ça inquiète le peuple français. Un épisode de plus dans la dérégulation totale du travail. Le problème, c'est que c'est tout un tas de mesures qui sont assez floues.
Le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout et que le peuple ne comprend pas tout. En gros, on nous demande de travailler plus le dimanche, en soirée, de rogner sur nos droits, d'accepter un code du travail plus court. Que ça va être le champ libre au grand patron. Alors on va leur faire entendre encore une fois, Macron, c'est pas parce qu'il a eu recours à son 49.3 qu'il a imposé une procédure antidémocratique pour imposer le travail du dimanche et le travail de nuit dans les commerces pour déréglementer nos horaires qu'on va cesser la lutte. Alors on va lui crier aujourd'hui, tous ensemble, Macron, ta loi, on n'en veut toujours pas. Macron, ta loi, on n'en veut toujours pas. Qu'est-ce qu'il a de gauche, Macron? De quoi? Qu'est-ce qu'il a de gauche? De quoi? Dis-moi pourquoi on le qualifie d'homme de gauche? Ouh là là, mais quel gros mot tu as dit. Non, Macron est un mec de droite. On s'imagine qu'en serrant les boulons et en déstructurant des lois sociales qui ont été conquises à la force du poignet des luttes politiques et syndicales, on peut s'en sortir. On s'en sortira pas. C'est le symbole Rothschild de l'oligarchie, voilà, le banquier qui casse les droits des salariés. Ça me paraît d'ailleurs incroyable qu'un gouvernement de gauche puisse accoucher de quelque chose dont la droite n'a même pas pu rêver. Là, ils sont en train de vouloir briser des familles en faisant travailler les gens le dimanche. Moi, j'ai un petit garçon de 2 ans. Je veux passer mes dimanches avec lui. Le dimanche, c'est pas fait pour travailler. C'est fait pour être en famille, en forêt. C'est une aberration sociale, c'est une aberration écologique et c'est un foutage de gueule démocratique. Le dimanche, ça doit être consacré à la culture, aux loisirs, à la culture et aux activités associatives. Parce que le rêve des libéraux, c'est de revenir au fait que les gens travaillent à la tâche. Voilà, c'est ça le rêve. Et donc pour ça, il faut tout déréguler. Mais quand on sait, et c'est le syndicat du tourisme parisien qui dit que les touristes hors communauté européenne, donc tous les touristes asiatiques et tout ça, passent en moyenne 6 jours à Paris. Donc ils ont quand même le temps de faire leurs courses, leurs achats au-delà du dimanche. Il y a quand même comme une odeur de réveil social un peu. Faire un peu de l'international, c'est pas complètement fou. Les zones internationales, c'est très rigolo parce qu'on se rend compte qu'elles correspondent exactement aux emplacements des FNAC. C'est très drôle. Alors moi, je ne savais pas que Place d'Italie, c'était très touristique, que Beaugrenelle était très touristique. Étrangement, elles sont toutes calées sur la FNAC et moi, je trouve ça assez ironique. Je crains malheureusement que ça fasse un bout de temps que le consumérisme et le libéralisme ait privatisé de plus en plus d'espaces publics. Oui, mais c'est pour répondre aussi aux intérêts des grandes enseignes. Et notamment de la FNAC. C'est un PDG en fait qui a suffisamment de pouvoir pour influencer les politiques et dire écoutez, moi je veux faire bosser les gens le dimanche pour faire encore plus de thunes à la fin du mois. Et du coup les politiques vont faire ok banco mec, on met les zones internationales sur toutes tes places et hop vas-y c'est la fête. À Italie 2, dans le 13e arrondissement, le chiffre d'affaires produit par les touristes, c'est moins de 10%. Moins de 10%. Alors je ne parle pas de Bercy 2, où il n'y a pas de touristes qui vont là-bas, mais c'est quand même en zone touristique internationale. Donc on voit bien que c'est purement dogmatique. C'est la loi Bompard, c'est la loi du PDG de la FNAC. Mais tu sais, tout est fait pour que tu sois réduit à un esclave qui travaille et qui consomme, et qui surtout ne pense pas. Le bonheur n'est pas que dans le caddie. Quand les chemises tombent, les masques aussi, et on dit Macron. Attention à ton pantalon Macron.